Madame, bonjour. Messieurs, bonjour. Très heureux d'être les vôtres encore ce jour, en ce début de semaine, sur votre chaîne Canal 2 Info. Bienvenue à toutes et à tous à la matinale de l'information. On va s'intéresser ce jour au Cameroun, à la téléphonie mobile, à l'identification. Orange Cameroun et MTN indiquent que depuis quelques jours avoir suspendu 1 100 000 lignes téléphoniques. On tentera de comprendre un peu les raisons de cette suspension et si jamais des voies de recours, on en trouvera. D'autre part, on ira dans la région du Nord Cameroun précisément pour parler de ce bilan très important et bilan lourd évoqué par la presse depuis ce matin au niveau des attentats terroristes subis par les populations de cette localité et menés par Boko Haram avec à la remorque l'appui des forces de l'ordre qui combattent avec énergie cette secte, cette nébuleuse-là. Et puis à l'international, le Nigeria nous intéresse avec depuis quelque temps, ils sont considérés comme étant les vengeurs entre guillemets du Delta qui sont à la base de plusieurs destructions d'infrastructures dans ce pays, alors que le président de la République, Muhammadu Buhari, attend donc d'ici 2018 éradiquer tous ces groupes qui font mal et qui combattent dans cette zone-là. Et puis on ira en Ouganda pour comprendre un peu ce qui se passe 40 ans après le raid de Entebbe. Ce sera la page actu de cette édition avec Patrick et Christian Ndobo. Et puis le sort qui est réservé à l'ancien président de la République du Mali, ATT, le gouvernement à travers le Parlement. Donc plusieurs accusations sont mises à son actif. Sera-t-il exempt ou alors des chefs d'accusation pourront être retenus à l'endroit de l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré. États-Unis présidentiel, le colistier pour le cas de Donald Trump est encore recherché. Parmi ces personnes, quelques sénateurs qui ont d'ailleurs supporté des candidatures différentes de celles qui étaient de Donald Trump à la primaire. Et puis en France, on va évoquer l'ancien premier ministre chef du gouvernement français. Lui, c'est Michel Rocard, décédé depuis quelques heures à Paris. On lui rend un vibrant hommage ce jour pour parler un peu de l'œuvre de ce grand homme qui a révolutionné quelque peu la politique, notamment chez les socialistes en France. Et puis on parlera aussi du sport dans cette matinale. Madame, monsieur, merci d'être des nôtres. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de la matinale de l'information sur Canal 2 Info. Merci pour la marque de confiance renouvelée à Canal 2 Info. On en parle depuis quelques jours. Les opérateurs économiques ont donc décidé de passer à la phase répressive. On parle de 1 100 000 numéros de téléphone pour l'instant qui ont été suspendus. Pourtant, ce sont des numéros qui n'ont pas été identifiés par leurs propriétaires. Orange Cameroun en font donc pratiquement des abonnés inexistants. Et puis, on en parle avec vous dans cette matinale. Fallon Tunia, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour Christian et bonjour à tous ceux-là qui nous regardent. Bien évidemment, 1 100 000 abonnés, c'est le chiffre global des numéros suspendus par les deux grandes entreprises de téléphonie mobile au Cameroun, Orange et MTN. Nous allons rappeler que MTN a suspendu au lendemain du délai fixé par le ministre des Postes et des Télécommunications 600 000 abonnés sur un pack d'abonnés estimé à 10 millions de personnes. Orange, quant à lui, a suspendu 500 000 numéros sur un pack d'abonnés estimé à 9 millions de personnes. Et on parle également de Nextel qui, lui, n'a pas rendu public le chiffre global des abonnés suspendus, mais qui dit avoir 75% des numéros identifiés. Cela revient à dire que 25% de ces numéros n'ont pas été identifiés, sont peut-être ceux-là qui ont été suspendus. Et cette suspension survient au lendemain de la visite du ministre des Postes et des Télécommunications, Minette Libom-Liken. La ministre n'a pas manqué de rappeler et de signifier à ses interlocuteurs que le décret porté à cet effet devait être respecté. Il s'agit notamment du décret numéro 2015-3750 du 3 septembre 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés d'équipements des réseaux et de télécommunications électroniques au Cameroun. Et dans la volonté du Cameroun, bien évidemment, à placer un visage sur un numéro, parce qu'on ne doit pas manquer de le rappeler que, bien que facilitant les modes de vie, le téléphone est malheureusement devenu un moyen large utilisé pour commettre des infractions. Beaucoup de personnes se servent des téléphones pour commettre des infractions et pour enfreindre la loi et pour même s'attaquer à certaines personnes, d'où la nécessité, avec même encore la menace terroriste qui plane sur le Cameroun, d'où la nécessité pour le gouvernement camerounais
d'identifier tous les abonnés. Mais malgré les identifications survenues, on constate encore que dans les rues, il y a des puces qui se vendent sans toutefois que vous soyez identifié ou pas. Pourtant, il aurait été plus facile pour ces entreprises-là de vendre les puces directement à la maison et d'identifier les potentiels acheteurs pour ne plus revenir suspendre les numéros des personnes après avant de leur réattribuer plus tard. Peut-être aussi à mettre à l'actif cette négligence qui n'est pas pour autant observée en début de process par ces mêmes entreprises de téléphonie mobile. On se rappelle d'ailleurs que c'est une opération qui a été lancée il y a fort longtemps par les autorités administratives de ce pays en indiquant que chaque numéro de téléphone devait justement porter un visage. Aujourd'hui, on est passé à la phase répressive avec des numéros suspendus. Patrick Issam, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour à Fallon, bonjour à nos nombreux téléspectateurs ce matin. C'est une actualité... 1 100 000 abonnés quand même, en fait, disons, de personnes qui étaient détentrices d'une puce de téléphonie mobile, donc Orange et MTN, avance ce chiffre. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est moins? Est-ce qu'il y a un autre travail qui devait être fait au-delà de la suspension des lignes? Ben écoutez, on n'a peut-être pas tous les éléments, les critères d'appréciation pour se rendre compte de, on va dire, de la suffisance ou de la qualité, de la quantité, n'est-ce pas, de ces suspensions. Mais il me semble que l'enjeu n'est peut-être pas situé au niveau du nombre, mais au niveau de la rigueur et de l'opportunité même d'une telle action. On sait très bien que le pays est entré dans une situation sécuritaire quand même, notamment dans sa partie septentrionale et puis orientale avec tout ce que cela comporte. Mais l'enjeu véritable est celui de la rigueur qui aurait accompagné ces opérations qui se sont faites dans le passé. Ce n'est pas la première fois qu'on en est à faire ce type d'opération. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on refait encore cette opération après l'avoir fait plus d'une fois. Il y a quand même un peu de légèreté de la part de ces opérateurs, peut-être une légèreté habilement laissée sur la place publique par ce qu'on a toujours appelé la tolérance administrative, pour ne pas dire qu'il y a complicité dans une légèreté comme celle-là. Mais le véritable problème demeure dans cette habitude qu'on a de faire et de refaire et refaire encore les mêmes choses. Et cela coûte non seulement en termes de mobilisation, en termes de financement, et puis on a l'impression finalement que les opérateurs dans des secteurs aussi souverains que les télécommunications et autres, et il y en a d'autres dans le pays, peuvent se permettre de faire n'importe quoi, comme ils le veulent, à leur temps, et puis c'est quand on a l'impression que nous sommes au bout du gouffre qu'on va rappeler à l'ordre. Et qu'on se réveille pour un dernier sursaut. Pour des choses qui devraient... Nous avons eu la possibilité de nous rendre dans des pays comme l'Indonésie. Ne parlons pas de la Chine, on dira que c'est extra. Du côté des villes comme Dubaï. L'acquisition simple d'une puce, automatiquement, vous oblige à vous faire identifier. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Et s'il y a des puces dans le pipe qui sont utilisées sans être identifiées, mais je vous rappelle que l'opérateur doit pouvoir répondre. Vous savez ce qui est arrivé à un opérateur dont je ne citerai pas le nom, dans le grand voisin qu'est le Nigeria? C'est une grosse amende. Il a fallu négocier pour que l'amende soit légèrement revue à la baisse. Mais c'est une preuve de fermeté aussi de la part des autorités. Sans tirer sur quiconque, on ne va peut-être pas tirer la pierre totalement du côté du gouvernement ou bien à l'inverse de ces opérateurs. Mais il y a quand même une négligence dans ce process. Et je pense qu'autant les opérateurs que l'État qui devrait pouvoir s'assurer de ces conditions-là ont péché sur la rigueur nécessaire. Un dernier mot encore sur cette identification. Est-ce qu'il y a des voies de recours? Est-ce que définitivement ces lignes qui ont été suspendues ne pourraient plus être utilisées par les mêmes opérateurs? Ou alors les mêmes abonnés, entre guillemets? Effectivement, il y a des voies de recours. Les numéros qui ont été suspendus, vous avez la possibilité de vous rendre dans les locaux de vos différents opérateurs téléphoniques pour vous faire identifier. Et après un délai de 6 mois, toutes ces puces ou ces numéros suspendus seront définitivement désactivés. Donc, on offre encore la possibilité à ces personnes qui ont été, à ces numéros qui ont été suspendus, de pouvoir passer dans les locaux et se faire identifier au plus tôt. Merci Fallon d'avoir été là ce matin et bonne suite. Merci. Nous restons au Cameroun, mais cette fois-ci, on va se déporter dans le septentrion, dans la région de l'extrême nord, pour un bilan assez intéressant ce matin. On parle de ces attentats suicides survenus depuis quelque temps dans ces localités, avec à la clé, bien sûr, des chiffres assez intéressants. 38 suicides, attentats suicides dans 22 localités qui ont été touchées seulement en un an. C'est un bilan assez grave et on en parle d'ailleurs. Les autorités administratives davantage font état de ce que les populations devraient prendre en main leurs responsabilités à travers les comités de vigilance qui ont été mis en place. D'ailleurs, les comités encouragés par le
président de la République ces derniers temps, qui ont reçu ces comités-là des instruments de défense et surtout la dénonciation des faits suspects dans leurs différents quartiers, en faisant bien sûr le tour ces derniers temps. On a parlé également dans les mosquées avec une sortie du gouverneur de la région de l'extrême nord, M. Midiawa Bakari, qui a demandé là-bas que la vigilance soit des plus accrues et que de temps en temps, au niveau des mosquées, qu'il y ait une surveillance, qu'on ne se laisse pas emporter par le désir de penser que l'ennemi dort. Pour justement parler de cela, nous recevons à l'instant Divine Api, qui nous parlera en profondeur de ces différents chiffres et de ces attentats survenus dans le septentrion du Cameroun. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Vous l'avez dit, eh bien depuis la déclaration de guerre à la secte islamiste de Boko Haram en 2014, eh bien le bilan des attentats suicides au Cameroun se chiffre à 32 en 12 mois seulement et 22 localités jusqu'ici ont été déjà touchées. Il faudrait dire que la localité ou alors Kolofata est la localité qui a été la plus touchée avec 6 fois de reprise. Et sur le plan humain, c'est la localité Kerawaya, qui a été victime ainsi d'un attentat suicide qui a fait une 50aine de morts déjà. C'est la localité la plus touchée en tas de victimes. Et la toute dernière, qui date du 30 juin 2016, est Jakarta, qui jusqu'ici en dénombre 12 personnes mortes, dont le kamikaze, et 11 tous membres du comité de vigilance. Et ceux-ci, ou alors ces derniers qui regardaient des films dans un hangar, et le kamikaze en a profité et a ici déclenché le dispositif d'explosifs. On rappelle également que cette dernière phase de l'attentat survenu dans la région de l'extrême nord Cameroun, le gouverneur de la région qui indique clairement que c'était contre les instructions données par l'administration publique d'éviter tout lieu de regroupement, notamment à l'occasion donc de cette Coupe d'Europe 2016 qui se déroule en Europe et que l'adversaire est là, il ne dort pas. La preuve, l'attentat a entraîné donc à son actif plusieurs morts et plusieurs blessés. Patrick Christian Dobon, un bilan. En un an, on vous dit là-bas qu'il y a eu 38 attentats suicides, 22 localités touchées, et c'est-à-dire qu'on doit redoubler de vigilance, et c'est-à-dire également que Boko Haram ne dort pas sur ses lauriers. Mais écoutez, Serge Bondé, dans une situation comme celle-là, il ne saurait être question, il n'a jamais été question d'une baisse de vigilance. Vous savez, les coups effectifs portés par l'armée camerounaise accompagnés, n'est-ce pas, de la force multinationale mixte qui est actuellement sur le terrain dans la partie septentrionale et les zones frontalières avec cette zone de Sambisa, il était évident que Boko Haram, bousculé quand même dans ses retranchements sur le plan conventionnel, devrait avoir recours et de manière systématique à ces principes fondamentaux que sont la guerre asymétrique avec des attentats comme cela. Tous les grands stratèges le disent. Et donc, c'est l'occasion de faire fonctionner à merveille le renseignement et la vigilance. Et il est de bon ton que le gouverneur le rappelle ici, en pareille circonstance, les attroupements sont, on va dire, des failles par excellence pour que Boko Haram s'introduise et frappe, comme cela a été le cas malheureusement pour quelques-uns de nos compatriotes qui ont perdu la vie là-bas. Donc, il ne sera jamais question, il ne devrait même pas être question de baisser de vigilance. Maintenant, est-ce qu'on peut envisager dans cette situation un regain de forme de Boko Haram? Vous savez, la guerre, telle qu'elle se passe, est aussi psychologique. Et chaque coup porté à l'adversaire peut donner l'impression d'un ascendant qu'on prend, tout au moins psychologique, sur les troupes d'en face. Et les populations sont davantage terrorisées. C'est l'un des buts aussi de tout ce qui est fait par Boko Haram, gagner des batailles psychologiques, terroriser les populations et puis éviter les dénonciations qui, il faut le rappeler, ont quand même porté un grand coup à Boko Haram, les dénonciations par les populations, l'organisation de ces populations en comité de défense, mais aussi en comité capable de chasser, de pourchasser même, n'est-ce pas, certains de ces intrus qui se retrouvent souvent dans les populations. Donc, oui, Boko Haram peut se reconstituer une certaine santé, même psychologique, à partir de ces coups-là. Oui, la capacité de nuisance de Boko Haram est peut-être affaiblie, mais elle reste intacte avec des actes comme cela.
oui, effectivement, il est important de rester vigilant. C'est la seule possibilité pour les populations et l'armée présente sur le terrain de pouvoir faire face à Boko Haram. Vigilance, renseignement et action. Action, les forces de défense du Cameroun sont dans l'action depuis, bien que le président de la République a déclaré la guerre, c'était à Paris, en disant clairement que Boko Haram ne pourra pas vaincre le Cameroun. Les chiffres sont là aujourd'hui. Également, l'armée ne baisse pas la garde d'Ivinapi. On va sortir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter à cette bataille contre Boko Haram? Eh bien, il faudrait dire que certains observateurs, je vais ajouter à ce que Christian dit, certains observateurs disent que ce relâchement du comité de vigilance entraîne ainsi donc des attentats suicides qui se succèdent, alors qu'il s'agit là d'une autre phase, celle de la pérennisation même du terrorisme, qu'il faudrait ici remobiliser le dispositif sécuritaire, surtout en ce moment où nos frères musulmans vont fêter le Ramadan. Voilà donc ce qu'il faudrait ajouter. Merci et à tout à l'heure pour la suite des programmes sur Canal 2 Info. Nous restons également au Cameroun, mais on va s'intéresser à un phénomène en attendant que Junior Hossein s'installe dans ce studio pour la revue de presse cybernétique. Nous allons parler de nos marchés, notamment du marché central de Douala, qui depuis quelque temps quand même pousse un peu le courroux des commerçants là-bas. On indique qu'il y a des constructions anarchiques, parfois qui ne sont même pas connues du délégué de gouvernement près de la communauté urbaine de Douala, quelques régisseurs et bien d'autres, ce qui crée une situation bien difficile à vivre, notamment et les aires de stationnement qui sont de plus en plus invisibles, parce qu'occupées par les commerçants qui payent simplement la somme de 100 francs CFA la place, le problème de déchargement des conteneurs, tout un branle-bas au niveau du marché central qui n'arrange pas forcément et les commerçants et même les populations qui vont là-bas dans l'intérêt de faire leurs achats. Patrick Christian, finalement on a l'impression que c'est un lieu d'étouffement, des constructions anarchiques de part et d'autre. Donc quel intérêt lorsqu'on sait également que les boutiques là-bas par centimètre carré, selon les choix des uns des autres, les locations se situent entre 2 millions et 10 millions de francs CFA. Oui, Serge Bondier, en plus de l'insalubrité des constructions anarchiques qui caractérisent le développement urbain dans nos villes, il y a effectivement et en très bonne place le désordre urbain. Tout ce que vous citez qui se passe au marché central est arrangé dans ce registre-là. Un désordre urbain qui fait en sorte qu'on a parfois, dans les conflits qui opposent la communauté urbaine à certaines communes, on a parfois une incapacité de perception de qui fait quoi dans ces marchés. Et dans ce désordre ambiant-là, bien quelques commerçants véreux et quelques personnes finalement mal intentionnées profitent pour soit se passer en receveur, en gestionnaire, ou alors pour bâtir et implanter des comptoirs ça et là, ou même garer un certain nombre de véhicules, de camions et autres qui encombrent effectivement les places. Les bâtisses sont construites sans autorisation, disent quelques-uns, sans finalement respect des normes. Et en la matière, cela participe de ce désordre urbain qui est une épine effective, n'est-ce pas, dans la chaussure des gestionnaires de nos villes, que ce soit au niveau de la communauté urbaine que de nos communes. Donc cela participe justement de cette désolation qu'on peut observer et ça rend justement touffu cet espace commercial. Quand vous allez au marché central, regardez ce que nous avons à l'image, vous avez du mal à vous frayer un chemin. Le bâtiment que vous voyez derrière, c'est un bâtiment traditionnel qui abrite les services postaux. Mais comment vous allez retrouver votre courrier? Quel est le chemin que vous passez? Écoutez, regardez ce type de construction qui ne sont pas entérinées, pas autorisées. Parfois, c'est à coup de démarches individuelles, sans respect de normes, qu'on va se mettre à établir qu'il a un comptoir, qu'il a un bâtiment, et puis les locations vont s'en suivre. Quelques années après, on aura les services techniques compétents qui vont descendre. Est-ce que cela n'aurait pas pu être fait avant? Et puis, il y a des édifices comme ceux-là qui sont construits sans les normes électriques requises. Et après, nous allons vivre des incendies. Ce n'est qu'une succession et une répétition des mêmes causes qui vont produire à la fin les mêmes effets. Et donc, dans cette situation-là, on a à la fois l'insalubrité, le désordre urbain, les constructions anarchiques et une absence totale de respect de la réglementation dans tous ces différents domaines sur nos marchés. Effectivement, avec le concours de la technique, si on peut écouter quand même la réaction d'un commerçant qui s'exprime donc sur cette situation bien qui désole au niveau du marché central de Douala. Si c'est pas, on l'écoute juste pour dire un peu toute son amertume face à cet imbroglio incompréhensible.
Je dis que ce n'est même pas les commerçants. Le problème, c'est que bon, il y a un manque de place dans le marché et que les dirigeants du marché central ont tellement occupé ça anarchiquement avec des constructions. Les bouches d'incendie ont été... Dernièrement, on avait rétabli jusqu'à on s'attendait déjà que bon, s'il y a des problèmes là-bas, nous serons sauvés. Mais à partir du moment où que vous faites un tour là-bas, vous constatez qu'on a encore refermé catégoriquement. Et des cris et des raisons qui portent à croire qu'il faut que les autorités administratives fassent quelque chose pour que ce marché ne meure pas de sa propre mort ou alors qu'on ne vive plus de tels incendies. Le constat sur le terrain a été celui de ce que les bouches d'incendie sont pratiquement occupées, l'espace presque inaccessible parce que les commerçants sont de part et d'autre. En cas d'incendie, les sapeurs-pompiers ne peuvent même pas circuler dans le marché pour sécuriser ce qui pourrait encore l'être. Donc c'est un danger, c'est quelque chose qu'on signale aujourd'hui et qui sera forcément suivi par les autorités de la place pour ne pas laisser mourir ce grand marché fleuron de l'Afrique centrale. La revue de presse cybernétique avec vous, Junior Ossin, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Bondier, bonjour Christian Donvon, bonjour à vous chers téléspectateurs de Canal Info. Merci Canal 2 Info, merci d'être à ce rendez-vous. On va très rapidement passer à la revue cybernétique ce matin en s'intéressant à Euronews.com. Grosse tristesse au Bangladesh, nous indique Euronews.com qui titre Bangladesh, 20 étrangers massacrés à la machette dans un restaurant. Le site précise qu'au moins 2 policiers aussi ont été tués dans l'assaut contre le groupe djihadiste. De ce côté-là, poursuivons avec RFI.fr. Sénégal, l'opération coup de poing contre la mendicité des enfants se poursuit. Titre RFI.fr, le site souligne que les autorités ont décidé de sévir contre la mendicité des enfants et déjà 119 enfants ont été retirés de la rue. Poursuivons avec un autre site izf.net ce matin qui nous parle d'abus sexuels, de deux nouveaux cas d'abus sexuels présumés de mineurs par des casques bleus en Centrafrique. Selon le site, c'est une annonce faite par les Nations Unies vendredi dernier. On poursuit avec lepoint.fr. Brexit. Elisabeth II supportera-t-elle l'irrésistible sanction des femmes? Pose le point.fr ce matin. Selon le site, Elisabeth II se trouve confrontée à l'irruption des femmes au sommet du pouvoir dans la foulée du référendum. Terminons avec afriquefoot.com. La Tunisie sert aussi la vis avec les joueurs étrangers. Selon le site, le recrutement de joueurs et entraîneurs étrangers par les clubs tunisiens nécessiterait désormais le feu vert des ministères des Sports. On reste justement sur cette dernière actualité afrique.com. Qu'est-ce qui pose problème au niveau de la Tunisie? Pourquoi ça redevient de plus en plus serré? Alors, il faut déjà dire, premièrement, que c'est une annonce qui a été faite par la Banque centrale de la Tunisie pour justement lutter contre la dépréciation du dinar et la demande forte des devises étrangères. Et bien sûr, tout comme l'Algérie, qui avait il y a 1 an interdit, n'est-ce pas, le recrutement des joueurs non nationaux dans son championnat. De même, la Tunisie fait pareil pour, n'est-ce pas, éviter que le dinar soit de plus en plus, n'est-ce pas, rabaissé. Il faudra, n'est-ce pas, trouver un moyen de lutter contre le fossé, de lutter contre le creux, n'est-ce pas, qui se creuse entre la demande du dinar, dont l'offre, et la demande, n'est-ce pas, de la devise étrangère, autant pour moi. Alors, de notre côté, cette mesure va plus loin puisque cette mesure est un premier obstacle pour, n'est-ce pas, limiter la montée en puissance des étrangers en Tunisie. C'est une autre politique que tente le pays. Il faudrait rappeler toujours en matière de sport que pour le ministre des Sports, ces décisions n'est pas appliquée à tout le monde. Alors les joueurs, n'est-ce pas, qui accepteront de se faire payer avec le dinar n'ont aucun problème, mais ceux justement qui veulent toujours qu'on les paye avec les devises étrangères, là c'est un véritable problème. Un véritable problème, mais la suite dans cette matinale, c'est avec vous toujours pour revoir un peu les publications de ce jour dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Notamment, vous commencez par le journal de l'Église catholique, l'Effort camerounais. Oui. Alors, l'Effort camerounais titre Monseigneur Samuel Cléda. La relecture du nouveau code pénal était nécessaire, dit, n'est-ce pas, l'évêque dans le journal, l'archevêque dans le journal. Alors, poursuivons toujours à lire dans le même journal, Déviance, la déchristianisation à travers les pronoms. C'est à retrouver dans l'Effort ce matin. On poursuit avec la météo, code pénal. Et si Laurent Issou avait raison,
Alors, nous indique le journal La Météo. La météo aussi, vous retrouverez dans la météo, rapport CONAC, voici les administrations les plus corrompues à lire dans la météo. Un autre journal aussi important, Ades Info, parle d'indemnisation à Lorbesso. Les dirigeants de la Maïtu rattrapés, épinglés à Douala Nord. À lire aussi dans le même journal, Bissec, les réseaux homosexuels s'affrontent, 50 milliards en fumée. On poursuit avec un autre journal, Kalara, qui nous parle, qui fait un rebondissement, Etoudi Oyono, encore attendu au TCS. À lire aussi, controverse autour du rapport de la CONAC. Avec l'œil du Sahel, terrorisme, le bilan des attentats suicides au Cameroun. Terminons avec un autre journal, Le Jour, qui parle d'hépatite. Les maladies ne trouvent pas les médicaments. C'est une enquête. Et aussi un article très intéressant à lire, Assemblée nationale, Laurent Esso parle de l'argent du code pénal. Merci Junior Hossein, et je rappelle aux téléspectateurs que vous aurez la revue de presse en grandeur nature tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 avec Monique Naouzi qui reviendra sur les détails de ces publications-là. Et Junior Hossein, vous allez le retrouver à 13h45 minutes pour l'inviter. De quoi va-t-on parler ce jour? Alors on va s'intéresser aujourd'hui à l'artiste, en fait, je vais dire comment l'expression m'échappe. Du moins on va s'intéresser aux arts. C'est une page culturelle. Oui, c'est une page culturelle aux arts plastiques en milieu sport, en milieu sportif. Donc, merci bien, justement, ça nous permet de dire également que les sportifs sont déjà en place avec MMO Coco, Alex Lambert aussi, pour la partie de cette émission. Bien sûr, ils prendront place tout à l'heure, le temps pour nous d'aller au Nigeria à l'international pour parler de ce qui s'appelle désormais les Vengeurs du Delta qui font d'énormes gaffes dans cette zone, pourtant des zones des infrastructures qui sont détruites de plus en plus, alors que le président nigérian décide donc que d'ici 2018, il va faire face à tout cela et que ces personnes concernées seront rattrapées par la justice. Patrick Christian Debord, c'est une nouvelle forme de désordre ou alors de terrorisme qui est né au Nigeria. Ben écoutez, pas une nouvelle forme de désordre, encore moins de terrorisme. La zone du delta du Niger est traditionnellement une zone de tension, même si elle a connu des replis saisonniers, et notamment ces derniers temps-ci. Vous savez, la redistribution des ressources pétrolières dont dispose énormément cette région-là a toujours fait l'objet de beaucoup de débats. Et ça n'est donc pas une nouvelle que d'apprendre que les milices de ce côté là-bas remettre ça sur la tablette. L'argument évoqué par ces rebelles réside dans le fait qu'ils auraient longtemps attendu les promesses du côté du gouvernement qu'ils ne soient pas arrêtés. Donc malheureusement, cela se manifeste par des actions de sabotage des pipes et des oléoducs qui sont présents, n'est-ce pas, dans cette partie, ce qui freine considérablement la production de pétrole du Nigeria, ce qui réduit à, voyez-vous, à un niveau très très infime les capacités de production du Nigeria. Donc c'est un mouvement local qui a un objectif précis, celui de voir la redistribution de la manne pétrolière suivre une nouvelle orientation, mais malheureusement, cela fait face à un certain nombre de contingences et le gouvernement fédéral jusqu'ici ne donne pas l'impression de lâcher du lest avec ses conséquences, explosion de gazoducs et tout ce que vous avez cité à l'instant. Et justement, nous restons dans l'actualité internationale, autant de prendre tout à l'heure que Marc Chouamou. On va parler de l'Ouganda. 40 ans après, on parle toujours de raid d'Entebbe. Oui, le fameux raid d'Entebbe, c'était du côté de l'Ouganda, à l'époque de la toute-puissance du feu Idi Amin Dada, c'était le président ougandais de l'époque, un personnage versatile qui pouvait autant être de bonne humeur que changer catégoriquement d'humeur à l'instant. Vous vous souvenez du film consacré à Hollywood d'ailleurs, n'est-ce pas, qui a démontré quelques facettes, le dernier roi d'Écosse, quelques facettes, n'est-ce pas, du régime d'Idi Amin Dada, même si c'était un peu plus caricaturé, avec quelques relents quand même questionnables. Mais ce qui est sûr est que c'était un homme du haut de sa grande taille, de sa corpulence. Idi Amin Dada, à l'époque, il était président en exercice de l'OUA. Quand tout cela s'est passé, il faut se rappeler dans le contexte, c'était un avion d'Air France qui avait été détourné par des Palestiniens, n'est-ce pas, et quelques Allemands, ce qui a
était malheureux, c'était qu'une semaine durant, des otages ont été retenus, n'est-ce pas, dans cet avion. Et des otages ont été retenus et Israël a donc décidé de faire une mission du côté d'Entebbe qui s'est soldée par la libération des otages, 17 soldats de l'armée ougandaise abattus, 4 pirates aussi, et qu'en ce moment, Israël croyait Dieu comme fait, mais c'est d'ailleurs la nouvelle qui avait été répandue, que Idi Amin Dada était de mèche avec les terroristes. 40 ans après, puisque quelques archives de la France sont ouvertes, on se rend plutôt compte que ça n'était pas le cas. Idi Amin Dada a plutôt tenté même de neutraliser ces terroristes-là. Et il faut surtout se rendre compte qu'ils n'avaient pas été auparavant au courant. C'est la France qui a insisté par le biais de son ambassadeur pour que cet avion qui était détourné et qui avait d'abord fait un premier arrêt en Libye, à Benghazi, pour recharger le carburant, puisse atterrir en Ouganda parce que les autorités françaises cherchaient un site, un endroit où une action éventuelle de leur part ne leur serait pas défavorable au regard du vent anti-français qui soufflait quand même sur le continent. Donc, avec ces archives aujourd'hui, 40 ans après, pour ce qui était resté dans la mémoire collective comme étant un détournement d'avion très célèbre, avec ce raid d'Entebbe, qui a d'ailleurs fait l'objet de tous les scénarios possibles, et notamment du côté de Hollywood. Le raid d'Entebbe a d'ailleurs connu la participation de Liz Taylor dans un rôle épique d'un film qui avait été tourné sur la question. Donc vous voyez à quel niveau est-ce qu'on a pu diaboliser... C'est rentré quand même dans l'histoire. Voilà, on a pu diaboliser Idi Amin Dada à cette époque-là, et aujourd'hui, 40 ans après, il n'était peut-être pas un ange, mais on se rend compte que sur ce coup-là, malheureusement, il était accusé à tort. Cela nous permet de mettre un pied en sport pour parler de la Ligue 1 de football. La 24e journée s'est jouée hier. Marc Chouamou est dans ce studio. Bonjour Marc. Bonjour Serge, bonjour également à Christian Debord ce matin. Une nouvelle semaine qui démarre avec des infos fraîches comme l'accoutumée. Une nouvelle journée et on va essayer de voir un peu ces différentes rencontres. Ça a beaucoup évolué. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites hier. Ouais, justement, avec des chocs, on attendait et on a eu du statu quo à la tête du classement. On regarde l'ensemble des résultats de la 24e journée de championnat, juste pour noter les victoires de certains clubs concernés par le maintien. On vient dans la zone rouge, on regarde justement le match nul entre Yon Sport, deuxième du championnat, et le troisième Coton Sport à Bamenda. Il n'y a pas eu de gagnant. Le Racing a enchaîné deuxième victoire de rang en battant Edin Sport, 1-0. Lyon blessé de Foutouni est venu à bout du canon de Yaoundé, 3-2 avec un doublé de Platini Kam qui devient désormais le meilleur buteur du championnat camerounais avec 11 buts devant Kama, 10 buts. Il a également marqué avec New Star. New Star qui a battu Bamboutos de Bouddha sur le score de 2-0. Cosmos a perdu face aux Astres. 0 but contre 1. Dragon a battu Botafogo 1-0 dans un match important pour la course au maintien. APGS est tombé devant Unisport durant un but de son ancien joueur Robert Tamatu. Autre résultat, la suite. Deuxième tableau, on constate que Union et UMS de Loum dans ce choc également de cette 24e journée, on fait jeu égal, un but partout avec un but égalisateur d'UMS au bout du temps additionnel, un but de Arunandan et qui a vu donc la victoire échapper à Union. UMS enchaîne un quatrième match nul de rang en championnat. Aigle est battu après sa grande victoire à Garoua, est retombé et suite avec une victoire de Zumanto, la parenthèse du dé, 1-0. On retient l'essentiel, c'est que UMS reste le leader avec toujours un point d'avance sur Yon Sport. UMS a désormais 44 points. Yon Sport a 43 points, suivi de Coton Sport 39 points. Union est derrière avec 37 points, égalité désormais avec New Star 37 points également. Ça, c'est pour le top 5. Et puis dans la zone rouge, le Dragon est toujours dans la zone rouge, mais a désormais 27 points. Et puis dans le bas du classement également, la 17e place. On trouve Botafogo et bon dernier, Cosmos du Mbam. Aigle avait fait un grand exploit du côté de Garoua et Aigle a été désillusionné à domicile, d'où l'expression de ce supporter, pourquoi pas, pour faire un peu bouger un peu d'ambiance, oui, justement pour montrer à quel point le football peut faire déchanter, puis également faire des heureux à un supporter qui a laissé couler la larme. Voilà, c'était donc un supporter de El Pachanou. Ils ont gagné quand même Coton Sport à Garoua en marquant 4 buts, c'est la première fois dans l'histoire. Et puis venir perdre à domicile, les supporters étaient entre le chaud et le froid. En tout cas, c'est notre manière à nous de supporter le football. Nous sommes d'ailleurs
très émotif au vu de cette image intéressante. Mais on va plutôt aller de l'autre côté de l'Europe en parlant de l'Euro 2016. Vous nous indiquez ce matin que les demi-finalistes sont connus depuis hier. Le tableau du dernier carré est désormais complet avec la qualification de la France. Justement, on revient sur ce match entre la France et l'Islande. D'abord, France-Islande. C'est celui entre l'Allemagne et l'Italie. France-Islande, c'était le dernier quart de finale d'hier. Grosse victoire des Français, 5-2. Ça a commencé très vite avec l'ouverture du score d'Olivier Giroud à la 12e minute de jeu. Son deuxième but dans la compétition pour le Français. Olivier Giroud, l'attaquant d'Arsenal, très critiqué avant le début de l'Euro et qui pour l'instant est là et reprend présent dans cette phase finale, en quart de finale face à l'Islande. On craignait un match un peu plus difficile, mais les Français vont décrisper un peu ce match. Ils vont ouvrir le verrou très très tôt. Et puis les buts vont s'enchaîner à l'appel avec un but de Pogba, un but de Griezmann, un but de Payet, d'autres buts qui vont s'enchaîner. Giroud va même signer un doublé permettant à la France de s'imposer 5-2 dans ce match-là. Et puis, on parle du match du quart de finale de samedi. C'était un match épique entre l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne et l'Italie ont fait jeu égal. Après 120 minutes, 0 but partout, ça s'est décidé au tir au but. Rappelons que les Italiens étaient les derniers finalistes et que le champion en titre, l'Espagne, a été donc éliminé de la compétition. Et puis, rappeler également que Neuer a fait un arrêt décisif justement à cette séance des tirs au but. Et puis, il y aura beaucoup d'absents en demi-finale côté allemand, comme de l'autre côté, français, avec d'autres joueurs qui sont suspendus. On rappelle le tableau demi-finale, ça commence ce mercredi avec Portugal, Pays de Galles, entre la surprise de cet Euro-là, le Pays de Galles. Le Portugal qui est l'outsider, toujours attendu. Et puis la deuxième demi-finale, c'est jeudi entre la France et l'Allemagne. C'est le match le plus attendu. Voilà donc les 4 joueurs qui représentent les 4 formations. Le 7, c'est Ronaldo, l'outsider pour le Portugal. En rouge, c'est Gareth Bale pour l'invité surprise. Le favori, c'est Neuer, l'Allemagne. Et puis le maître de cérémonie, la France, bien sûr, au dernier rendez-vous. On termine avec du tennis rapidement. Du tennis, rapidement, pas lui, avec une photo de Djokovic, juste pour dire qu'il a été éliminé de Wimbledon au 3e tour par l'Américain Sam Querrey en 4-7, 7-6, 6-1. 3-6 et 7-6 pour l'Américain Sam Querrey. On rappelle qu'il y a 8e de finale aujourd'hui au programme avec justement l'Américain Sam Querrey qui jouera Nicolas Mahut, Goffin jouera Milos Raonic, le Canadien, Federer jouera l'Américain Johnson, Mario Cilic jouera Nishikori, le Japonais, Vesile, il jouera Berdych pour le choc entre Tchèques, Bernard Tomic, l'Australien jouera Nicolas Pouille, le Français, Gasquet face à Tsonga, aujourd'hui c'est le choc entre Français en 8e de finale de Wimbledon, et puis Kyrgios face à Murray, Andy Murray, voilà donc au tableau des 8e de finale sur le plan masculin. Voilà donc un programme alléchant, avec Serena Williams, c'est toujours d'actualité. Voilà donc l'occasion, pourquoi pas pour les Français de gagner Wimbledon, puisque l'ogre n'est plus là, Djokovic, et pourquoi pas Federer de se relancer, de regoûter encore joie d'un Grand Chelem après longue période de son titre au Grand Chelem pour le Suisse Roger Federer. Voilà pour la Merci Marc, une grosse on se retrouve à 10h sportive. Ce lundi pour en la suite plus de l'info avec Aimé Moukoko à la présentation, mais toute l'équipe sera là pour les autres sujets saillants. Il y a le cyclisme avec le Tour de France également et d'autres sujets. Vous avez tout dit. En tout cas, rendez-vous à 10h. Mais avec vous, Christian, on continue sur l'actualité africaine en allant particulièrement au Mali pour voir le sort qui peut être réservé par ATT au niveau du Parlement malien. Oui, le sort de ATT, qu'on appelle affectueusement ATT, Amadou Toumani Touré, l'ancien président de la République, l'ancien président du Mali, qui avait été débarqué en mars 2012 par un coup d'État. C'était alors le capitaine Sanogo qui avait jeté un pavé dans la mare. À l'origine, la pomme de discorde autour de la gestion de la crise dans le nord malien, justement la rébellion Touareg, qui avait fini par partitionner le Mali en quasiment 2, avec ce qui aujourd'hui est considéré comme étant un fief patent, n'est-ce pas, des mouvements djihadistes dans la partie sahélienne de l'Afrique, malgré l'intervention d'une mission onusienne avec les troupes françaises. La solution a peut-être permis au Mali de retrouver un semblant d'intégrité du territorial, mais à la vérité, ces groupuscules et autres bandes armées, en Sardine, ça et là, les mouvements Touareg et ainsi de suite, continuent d'écumer, n'est-ce pas, cet espace-là du côté du Mali. Et beaucoup de personnes, notamment sous l'emprise momentanée, ou alors on va dire parcellaire du capitaine Sanogo et de ses compagnons poutistes, avaient laissé entendre qu'il fallait juger
le général Toumani Touré, qui s'est exilé donc au Sénégal. Aujourd'hui, donc, le nouveau pouvoir à Bamako lui donne quelques crédits. Beaucoup de personnes dans la presse disent d'ailleurs même que le dossier concernant ATT serait vide. Et on avait laissé entrevoir pour ses partisans un retour au pays avant la fin de ce mois de jeûne de Ramadan qui arrive pratiquement à son terme. Seulement, c'était à l'Assemblée nationale de décider s'il devrait avoir une procédure judiciaire à l'encontre d'ATT ou pas. La session parlementaire en cours s'est achevée. Le cas n'a pas été évoqué. Et donc, ATT devra encore ronger son mal en patience pour savoir si les parlementaires vont décider d'une poursuite judiciaire contre lui ou pas. C'est ce qui va certainement déterminer son retour au bercail. Parce que, voyez-vous, pour l'instant, sa situation n'est pas encore clarifiée. Même si on a laissé entrevoir dans les gestes de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel président, dans une récente allocution qui avait fait état d'un éventuel retour d'ATT. D'autres langues veulent laisser croire qu'il aurait peut-être changé d'avis. Voilà, il aurait changé d'avis. Mais à la vérité, il est très peu probable que les parlementaires décident d'ouvrir une procédure judiciaire. On parle des États-Unis d'Amérique à la faveur donc de la présidentielle là-bas après les primaires. Donald Trump qui pense qu'il sera investi. Il pourra peut-être remporter le siège au niveau des États-Unis d'Amérique. Mais pour l'instant, on parle également de ses colistiers. Il n'a pas encore choisi un colistier très important. Parmi ceux-là, on a le gouverneur de l'Indiana, Mike Spencer, qui pourtant a soutenu durant sa campagne Ted Cruz, l'autre candidat. On parle également de Chris Christie, qui est gouverneur du New Jersey, sans oublier Bob Corker, qui est sénateur du Tennessee, qui sont autant de candidats quand même qui pourraient accompagner Donald Trump. Oui, passer la course à l'investiture en attendant la convention républicaine qui devrait entériner le choix, n'est-ce pas, des militants républicains qui ont donné cette avance confortable à Donald Trump. Il est question, comme toute course à la candidature de la présidence aux États-Unis, pour le milliardaire, le magnat de l'immobilier, d'avoir un colistier. Et vous savez, les prises de position de Donald Trump ne facilitent pas la tâche dans cet exercice-là. Et beaucoup d'analystes pensent qu'il serait préférable pour lui, en lieu et place d'un béni oui-oui, qui viendrait juste compléter la liste, d'avoir un homme de poigne qui a une certaine notoriété et qui peut faire office de carrure dans la course de ce duo à la candidature présidentielle. Et donc, c'est une équation assez complexe que va devoir trancher Donald Trump parce qu'il y va du sérieux et de l'image que les Républicains vont présenter. Et puis en une minute, on va dire un mot quand même sur ce grand homme politique français, ancien Premier ministre Michel Rocard, qui s'est éteint. Oui, c'est une figure emblématique de la gauche française. Un rêveur réaliste, disent quelques analystes de la scène politique française. On sait très bien que Rocard a été de tous les combats l'opposant à François Mitterrand dans les années préliminaires, n'est-ce pas, de la gauche, entre le PSU, le Parti socialiste qui avait été fondé par Mitterrand, et finalement, ce socialisme qu'il voulait réaliste, reformé, avec un élan un peu plus contenu dans les réalités quotidiennes. Malheureusement, celui qui avait une forte ambition pour la présidence du côté de la France n'a jamais eu la possibilité de l'être. Il a été Premier ministre de François Hollande, même si on sait, de François Mitterrand, même si on sait que les deux n'avaient véritablement pas de sympathie l'un pour l'autre. Mais malheureusement, c'est un personnage emblématique de la gauche française. Tout le monde s'accorde à le dire. Michel Rocard a marqué son temps en tant que socialiste qui voulait changer la gauche. Il voulait changer la gauche, apporter des innovations, également permettre à ce qu'un certain nombre d'initiatives soient prises sur le plan de la relance politique. Après François Mitterrand, Michel Rocard, connu d'ailleurs pour sa verve sur le plan politique, et plusieurs personnes qu'il a eu à former dans le cadre du Parti socialiste en France, lui rendent un véritable hommage ces derniers jours en France. On va vous dire merci, Patrick Christian, d'avoir été encore là ce matin, et très bon début de semaine, en espérant qu'elle sera meilleure pour vous. Merci, c'est un plaisir, Serge. Merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus nombreux tous les matins. C'est avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, que nous serons là demain. Mesdames, Messieurs, il ne reste plus qu'à vous remercier davantage pour cette fidélité au programme de Canal 2 Info. Merci de nous suivre. Je rappelle à l'instant que tout à l'heure, vous aurez à partir de 10h le sport. Et puis à 10h30, la grande actualité contenue dans les journaux avec Monique Naoussi. Merci de rester là. Notre rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h. Donc entre 9h et 9h45, nous serons là. Au revoir.